À 14 ans, mon père m'a battu et m'a jeté dehors dans la neige après avoir cru aux mensonges de mon frère. À cet âge-là, il avait déjà décidé que j'étais le problème. J'ai 19 ans maintenant, je suis une jeune femme noire originaire de l'ouest de Dayton, dans l'Ohio, et je m'appelle Imani. Avant, j'étais juste une enfant discrète qui aimait la batterie et qui préférait passer inaperçue de l'extérieur. Nous avions l'air normaux. Mon père, Marcus, tenait un petit garage de carrosserie et rentrait tous les après-midi avec une odeur de peinture et une attitude revêche. Ma mère, Sharon, était comptable pour quelques salons de coiffure. C'est grâce à elle que nous avions l'électricité et de quoi manger. Mon grand frère, Jelen, 17 ans, était son fils chéri. Élève brillant, beau parleur, toujours complimenté. Moi, des notes correctes, je jouais de la batterie au sous-sol, je n'avais jamais fait de bêtises. Du moins, j'essayais. Plus jeune, Jelen et moi étions inséparables. Vélo, jeux vidéo, granité. Puis il a découvert son vrai talent, mentir et s'assurer que je prenne le blâme. $20 disparus. Imani était près de ta commode. On m'a volé mon téléphone. Une rayure sur le camion. Imani jouait au ballon. J'ai été privée de sortie. Au bout d'un moment, j'ai commencé à tout noter dans un carnet que je cachais sous mon matelas. Date, mensonge, punition. À 14 ans, j'avais des dizaines d'entrées, toutes avec le même schéma. Jelen a menti. Papa l'a cru. J'en ai subi les conséquences. Maman l'a vu. Je la surprenais à regarder quand papa criait ou me prenait à partie, les lèvres serrées. Plus tard, elle me chuchotait, sois plus mature. Ne te dispute pas avec ton père. Laisse tomber. Alors, j'ai ravalé mes paroles. Papa n'était pas seulement bruyant. Il me bousculait, me saisissait, s'approchait de moi de façon agressive et hurlait. Jelen l'imitait dès que papa avait le dos tourné. De petites poussées, de petits coups, sachant que si je réagissais, il me blâmerait. Puis, maman est partie quelques jours s'occuper de ma grand-mère malade, Léla, à Tolède, et l'atmosphère à la maison a changé. Pas de tampon, juste moi, papa et Jalen. L'atmosphère était tendue. Papa était stressé à cause d'un gros chantier qui avait mal tourné à l'atelier. Après l'école, je me réfugiais au sous-sol pour m'entraîner à la batterie jusqu'à ce que j'entende son camion. Un après-midi glacial et mordant, j'étais en plein morceau quand j'ai entendu son camion bien plus tôt que d'habitude. Imani. Rien que d'entendre mon nom, j'ai eu la nausée. Je suis montée à l'étage. Papa était debout dans le salon, le visage rouge. Jelen était assis sur le canapé, l'air faussement triste. Sur la table basse, il y avait la vieille montre Hamilton de mon grand-père. Le verre était brisé, le bracelet tordu, complètement fichu. Il la gardait précieusement sous clé et disait qu'elle valait entre 4 cents et $500, mais qu'elle était inestimable à ses yeux. Tu me voles maintenant? S'exclama papa. Tu as cassé ce qui appartenait à mon père. Je n'y ai pas touché, dis-je. Je ne suis pas entré dans ta chambre. Jelen t'a vu sortir de la nôtre hier. Il grogna. Alors, qui d'autre a fait ça? Je regardais mon frère. Dis-lui la vérité, j'ai. Il fixa le sol, puis leva les yeux, l'air innocent. Je t'ai vu, Mani. Tu es sorti en tenant quelque chose. Tu m'as dit de me mêler de mes affaires. J'ai eu le cœur serré. C'est un mensonge. Pourquoi voudrais-je cette montre? Parce que tu es jaloux. Papa a dit que tu voulais me faire du mal. Il ne voulait pas entendre la vérité. Il voulait une cible. Va dans ta chambre. Il a dit que tu ne quitteras pas cette maison tant qu'il n'aura pas décidé de ton sort. Je suis montée à l'étage. Je me suis assise sur mon lit et j'ai compris ce qui avait dû se passer. Jelen avait volé la montre, l'avait cassée, m'avait accusé, et comme toujours, papa était prêt à le croire. Le lendemain, papa m'a gardée à la maison, enfermée dans ma chambre, sauf pour aller aux toilettes. Je l'ai entendu en bas, au téléphone avec un bijoutier, pour une expertise. Il se plaignait, de plus en plus en colère. L'après-midi, il m'a fait descendre à la cuisine. J'ai parlé au bijoutier, a-t-il dit. La montre est fichue. C'est fait, a-t-il ajouté, quelqu'un l'a cachée exprès. Ce n'est pas moi, ai-je murmuré. Ça suffit. Il m'a attrapé par le col, m'a projeté contre le réfrigérateur, puis m'a frappé. D'abord une gifle à main ouverte qui m'a fait bourdonner les oreilles,
puis des coups de poing dans les côtes, le ventre, le visage. Je me suis effondrée sur moi-même. Il m'a attrapé par les cheveux, m'a projeté contre les meubles, et a continué à me frapper jusqu'à ce que je perde connaissance. Quand il s'est enfin arrêté, j'étais par terre, le souffle court et douloureux. « Sors », a-t-il dit calmement. « Tu n'es plus ma fille. » « Il fait un froid de canard, ai-je murmuré. « Tu aurais dû y penser avant de casser la montre de mon père. » Il me suivit à l'étage tandis que je fourrais maladroitement mes vêtements, mon chargeur de téléphone et mon carnet dans un sac à dos. J'attrapai mon manteau et machinalement, mes baguettes de batterie. Il ouvrit la porte d'entrée. Un souffle d'air froid me fouetta le visage déjà douloureux. La neige recouvrait le sol et continuait de tomber sans discontinuer. « Ne reviens pas », dit-il en me poussant sur le perron et en verrouillant la porte. Je suis restée là quelques secondes, les côtes me faisant atrocement mal, le nez me piquant, puis j'ai tourné le dos à la maison. Ma meilleure amie, Tori, habitait à une dizaine de rues de là. J'ai remonté ma capuche, j'ai passé un bras autour de mes côtes et j'ai commencé à marcher dans la neige, encore fraîche. À chaque pas, la promesse silencieuse que j'en avais fini d'essayer de survivre dans cette maison. À eu quatrième pâté de maison, je ne sentais plus mes doigts. Les voitures passaient, personne ne s'arrêtait, juste une jeune fille noire qui boitait dans la neige avec un sac à dos. Personne ne me regardait. À un moment donné, j'ai dû m'appuyer contre une boîte aux lettres, le monde vacillant. Une partie de moi voulait s'asseoir et se reposer. Une autre partie me murmurait « Si tu t'assois, tu ne te relèveras pas ». Alors, j'ai continué à marcher. Et la maison en briques de Tori apparut enfin. La lumière du porche était allumée, malgré le jour. Je remontai en titubant l'allée déneigée et frappai fort. La porte s'ouvrit brusquement. « Monsieur Ab Green », dit le père de Tori. Il jeta un coup d'œil à mon visage tuméfié, couvert de bleu, les lèvres fendues, et son expression se transforma en une fureur pure. « Mon Dieu !» s'écria-t-il en me tirant à l'intérieur. « Tori, Angie, venez ici immédiatement. » Mes genoux ont flanché sous l'effet de l'air chaud. À mon réveil, j'étais sur le canapé du salon, sous une douce couverture. Il faisait encore jour, la lumière du soleil inondait la pièce. Madame Green était assise près de moi, me regardant comme si j'allais disparaître. « Eh, ma chérie », dit-elle doucement. « Ça va ?» J'ai l'impression d'avoir été percutée par un camion. Marmonnai-je. Karl veut appeler la police, dit-elle. Mais je veux d'abord vous entendre. Que s'est-il passé? Alors je leur ai raconté les mensonges, la montre, les coups, la neige. Son visage se durcissait à chaque détail. Elle est allée dans la cuisine. J'ai entendu sa voix basse et celle, plus furieuse, de Monsieur Green. Il est revenu, imposant, occupant toute l'embrasure de la porte. Voilà ce qu'on va faire, dit-il. On appelle la police. On prend des photos. Tu ne retourneras pas dans cette maison. Et si ton père se présente, il devra d'abord s'occuper de moi. Vous n'êtes pas obligé, commençai-je. Si, on l'est. Il dit, ce qu'il a fait, c'est de la maltraitance. 2 policiers arrivèrent, une femme noire, l'agent est, et un jeune homme. Et s'est agenouillé près de moi. Tu n'es pas en danger, a-t-elle dit. On est là pour toi. Elle a tout noté, les ecchymoses, la lèvre fendue, ma déposition, mon histoire avec mon père. Elle a demandé des nouvelles de ma mère, et je lui ai dit qu'elle était à Tolède avec ma grand-mère malade et qu'elle n'était pas encore au courant. Tu restes ici cette nuit, a dit elle. Demain, tu auras besoin d'un médecin. Nous ajouterons cela au rapport. Les services de protection de l'enfance feront un suivi. Le lendemain matin, Monsieur Green m'a emmené aux urgences. Le médecin a dit que j'avais des contusions aux côtes et une légère commotion cérébrale. Rien de cassé, mais j'avais mal partout. Nous enregistrons tout, a-t-elle dit. Et votre mère doit être prévenue. Dans la salle d'attente, j'ai entendu la voix de maman à travers celle de Monsieur Green. Le téléphone de Green s'est rallumé. D'abord confuse, puis furieuse, elle a exigé « passe-la-moi ». Quand je lui ai raconté toute l'histoire, elle s'est tue. Puis je l'ai entendue pleurer. « Je reviens », a-t-elle dit. « Pour l'instant, ta tante peut s'occuper de ta grand-mère. Reste chez les Green. Ne t'approche pas de cette maison. » Elle a raccroché.
Quelques heures plus tard, elle est arrivée en voiture dans l'allée des Greenpoints. Elle entra d'un pas rapide, me cherchant du regard, puis s'arrêta net en voyant mon visage. « Chérie », murmura-t-elle en s'agenouillant et en me relevant doucement le menton. Ses mains tremblaient quand je tressaillis. Son visage se glaça. Elle se redressa et contempla la verdure. « Merci d'avoir protégé ma fille. J'ai besoin d'un téléphone, mon mari n'en a pas. » Dans la cuisine, elle enchaîna les appels. Avocat spécialisé en divorce, tribunal, travail, tout ce dont elle avait besoin. Quand elle est revenue vers moi, elle s'est assise et m'a pris la main. J'ai demandé le divorce, m'a-t-elle dit, et la garde d'urgence. Ton père va bientôt comprendre qu'il y a des conséquences. J'aurais dû intervenir plus tôt. Je t'avais dit de rester calme pendant que tu souffrais. Ça s'arrête aujourd'hui. Et grand-mère ? Ai-je demandé point. Ta tante est avec elle, dit-elle. Tu es mon enfant. Tu es ma priorité maintenant, et je vais faire ce que je peux. Ce soir-là, nous sommes partis avec juste un sac contenant mes affaires et nous nous sommes installés dans un petit hôtel. La lumière du soleil perçait encore faiblement à l'extérieur tandis que nous montions l'escalier extérieur avec de la nourriture et des papiers. Dans cette petite chambre, ma mère était assise au bureau, étalant des documents sous la lampe, se transformant en une personne que je ne lui avais jamais vue. Calme, concentrée, dangereuse. Son avocate, Maître Carter, s'est jointe à l'audience par visioconférence. Dans un premier temps, nous obtenons la garde d'urgence, a-t-elle déclaré. Ensuite, nous veillons à ce qu'il ne puisse plus se servir de ce que vous avez construit ensemble pour continuer à faire du mal à votre fille. Pour la première fois, je me suis sentie soutenue. L'audience concernant la garde d'urgence a eu lieu quelques jours plus tard dans une petite salle d'audience baignée de lumière. Le père était absent. Son avocat a tenté de minimiser l'affaire, mais la juge a examiné les photos, lu le rapport du médecin et parcouru rapidement la déposition de la police. Garde exclusive provisoire accordée à la mère, a-t-elle déclaré fermement. Ordonnance de protection accordée. Le père n'aura aucun contact non supervisé. J'ai enfin eu l'impression que quelqu'un me croyait vraiment. Ensuite, il y a eu l'argent et la maison. Mademoiselle Carter a déposé des requêtes pour la vente de la maison, les économies, la retraite, tout ce qu'ils avaient construit. Non pas par mesquinerie, mais pour que maman et moi ne repartions pas les mains vides. Une fois la protection légale assurée, maman est allée en voiture à la vieille maison en plein jour. Pendant que papa était au travail. Elle m'a dit de rester dans la voiture. Le soleil se reflétait sur les vitres tandis qu'elle entrait et ressortait avec des sacs poubelles remplis de mes vêtements, de mes livres et de mon pad de batterie. C'est la dernière fois que tu remets les pieds ici, a-t-elle dit. On prend un nouveau départ. Nous avons emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. 2 chambres, un salon lumineux, les enfants qui jouent dans la cour. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était paisible. Mon nouveau lycée, Riverside High, ignorait tout de mon passé. Je me suis inscrite à l'orchestre, j'ai baissé la tête et j'ai senti mes épaules se détendre peu à peu. Mais Gélène hantait mes pensées. Un après-midi, Tori s'est assise par terre, feuilletant mon vieux cahier, celui où étaient consignées des années de mensonges. Il n'a jamais rien payé pour tout ça. J'ai dit qu'il avait cassé cette montre. Il a vu papa me battre et me mettre à la porte, et il est toujours là, à jouer les fils parfaits. Tu sais que ma cousine Nia est à Central Heights avec lui, n'est-ce pas? Dit Tori. Elle dit que ses notes sont miraculeusement parfaites, même s'il étudie à peine et qu'il sait toujours, on ne sait comment, ce qu'il y a aux examens. Ça m'a marqué. Nous avons appelé Nia en mode haut-parleur dans ma chambre ensoleillée. Ouais, ton frère est toujours dans la salle informatique, a-t-elle dit. Toujours le même ordinateur au fond, il efface son historique avant de partir. Les gens chuchotent, il falsifie les notes pour se faire de l'argent. On a un plan. Nia a commencé à fréquenter la salle informatique pendant ses heures libres. Un téléphone caché derrière un manuel scolaire, enregistré. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle l'a surpris. Des images nettes, prises en plein jour, montraient Jalen se connecter à un portail d'administration, modifier ses notes et supprimer ses absences. Il me fallait plus d'informations. J'ai créé un faux courriel, me faisant passer pour une élève de seconde paniquée en quête d'aide. Il a répondu rapidement. 60 par note, a-t-il écrit. Plus si vous voulez des changements importants ou intégrer des clubs, a-t-il ajouté. Il envoyait des captures d'écran, avant, après,
se vantant sans savoir à qui il parlait. J'ai tout sauvegardé. Avec l'aide de Nia, nous avons fait correspondre les journaux système au moment où elle l'avait vu au laboratoire. Pendant environ 5 mois, il s'était connecté illégalement plus de 30 fois, avait modifié ses notes, effacé ses présences et aidé plusieurs étudiants contre de l'argent. Nous avons tout mis sur 2 clés USB et organisé. Vidéo, courriel, capture d'écran, un simple tableur. Chaque année, Central Heights organisait sa grande fête scolaire en plein air sur le terrain de football. Note parfaite, prix du comportement, tout ça. Nia m'a dit que Jalen allait recevoir plusieurs prix, dont un pour son leadership et son intégrité. J'ai choisi mon moment. Le jour de la cérémonie, le terrain était baigné de lumière, les chaises bien alignées, les familles s'éventant dans les gradins. Papa était assis au premier rang, l'air fier. Jalen était assis avec les meilleurs élèves, chemise impeccable, calme fin. On a répété son nom à plusieurs reprises. Puis, le prix du mérite scolaire a été décerné à. Ils ont prononcé son nom. Tandis qu'il s'avançait, je quittai ma place au fond de la salle. Maman m'accompagna. Lorsqu'il arriva devant le principal, le docteur Coleman, je me plaçai au bord de la petite estrade. Docteur Coleman, appelez-je. Je suis désolé de vous interrompre, mais je détiens des preuves de fraude académique et d'accès non autorisé à votre système de notation par l'élève que vous venez d'honorer. Un silence de mort s'abattit sur le terrain. J.E. lui étendu la première clé USB. Tout y est, ai-je dit. La vidéo de lui connecté en tant qu'administrateur. Des courriels où il vend des modifications de notes, des captures d'écran de dossiers falsifiés, horodatés. Je lui ai tendu la deuxième clé. Celle-ci contient le récapitulatif et les heures exactes d'utilisation de votre salle informatique. Des parents ont commencé à chuchoter. Des élèves se sont retournés. Mon père se leva, furieux, mais la sécurité l'empêcha de s'approcher. Le visage du docteur Coleman se crispa. Nous interrompons la cérémonie le temps de vérifier cela, dit-elle. Jalen, viens avec moi, ajouta-t-elle. Ils l'escortèrent hors du terrain en plein jour, devant tout le monde. Et pour une fois, ces mensonges ne m'ont pas atteint. Tout s'est rapidement effondré ensuite. L'équipe informatique de Central Heights a récupéré les journaux d'activité le même après-midi. Chaque connexion non autorisée depuis le laboratoire correspondait au contenu du disque dur. Ils ont ainsi pu constater précisément quand Jalen avait modifié des notes et supprimé des absences. Le lendemain, des élèves qui l'avaient aidé se sont présentés à son bureau. Certains ont avoué, d'autres ont tenté de mentir sans succès. Le conseil scolaire l'a exclu pour fraude scolaire et abus du système. Ses admissions universitaires ont été annulées. Le district a transmis le dossier au procureur du comté. Les enquêteurs ont trouvé des relevés de paiement et des messages sur son ordinateur portable et son téléphone. Il a finalement plaidé coupable, a été mis à l'épreuve, a effectué des travaux d'intérêt général et son casier judiciaire a été entaché. Pour une fois, ses choix avaient de véritables conséquences qui ne retombaient pas sur moi. Pendant ce temps, l'affaire d'agression de mon père progressait. Avec le rapport de police et les dossiers médicaux, il ne pouvait plus nier les faits. Il a plaidé coupable pour une infraction moindre, mais a tout de même écopé d'une mise à l'épreuve, de cours obligatoires et d'une ordonnance de protection l'empêchant de m'approcher. Concernant le divorce, maman et mademoiselle Carter ont travaillé discrètement mais sûrement. Après la période d'attente, le tribunal a rendu sa décision. Maman a obtenu la majeure partie du produit de la vente de la maison. Elle a également obtenu une voiture, une part de la retraite de papa et une pension alimentaire pour moi. Papa a récupéré ses outils, sa part des dettes et tout ce qui était lié aux problèmes juridiques de Jalen. Nous avons utilisé cet argent à bon escient. Maman a fini de payer sa voiture, a constitué une épargne de précaution et a versé un acompte pour une petite maison dans un quartier plus tranquille. Elle n'était pas immense, mais il y avait un petit jardin et une véranda où l'on pouvait s'asseoir le jour et simplement respirer. Nous avons emménagé par un bel après-midi, portant des cartons et riant aux éclats en nous croisant dans le couloir. Ma nouvelle chambre n'avait qu'une petite fenêtre, mais la lumière du soleil y entrait en abondance, comme pour nous souhaiter la bienvenue. À Riverside, je me suis intégrée à l'orchestre, j'ai rejoint un petit groupe d'étudiants et j'ai vu mes notes progresser régulièrement. Sans le stress constant, l'école avait enfin un sens. On entendait des bribes de nouvelles de papa et de Jalen. Ils vivaient dans un petit appartement au-dessus de commerce,
Les factures s'accumulaient et le travail ne marchait pas bien. Gélène avait un emploi mal payé et parlait d'aller à l'université communautaire un jour. Je n'éprouvais aucune joie, juste de la distance. Un bel après-midi, maman et moi déjeunions sur la véranda. Nos assiettes à emporter en équilibre sur les genoux. Des enfants du quartier criaient en arrière-plan. Son téléphone vibra. Elle regarda l'afficheur et mit le haut-parleur. C'était mon père. Je voulais juste m'excuser auprès d'Amani, dit-il. Je sais que j'ai cru la mauvaise personne. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai croisé le regard de maman et j'ai secoué la tête. Elle ne veut pas te parler, a dit maman. Et tu as perdu ce droit en la touchant. Si tu veux bien faire les choses, paie ce que tu dois à temps. C'est tout. Elle a raccroché et a bloqué son numéro. Ça va ? A-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu, sincèrement. Son absence de ma vie est la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle sourit tristement. Puis nous avons continué d'avancer. Et c'est ce que nous avons fait. En terminale, j'entendais à peine leur nom. Mon monde était simple, notre maison, l'école, la musique et le soleil sur notre véranda. Je jouais dans tous les groupes possibles, l'orchestre d'harmonie, l'ensemble de jazz, un petit groupe d'étudiants qui répétaient dehors dès qu'il faisait beau. Les professeurs ont commencé à me demander si j'avais déjà envisagé d'enseigner. Les enfants ont besoin de professeurs de musique comme vous, m'a dit un jour mon chef d'orchestre après une répétition. Quelqu'un qui les écoute. Ma conseillère d'orientation m'a aidé à postuler à l'Université d'État de l'Ohio à Dayton pour étudier l'éducation musicale. Nous avons rempli des formulaires à son bureau près de la fenêtre. La lumière de l'après-midi inondait les lettres de recommandation et les relevés de notes. Quand la lettre d'admission, accompagnée d'une offre de bourse, est arrivée, je l'ai ouverte, assise sur le perron, en plein jour. Maman a lu par-dessus mon épaule, puis a crié si fort que le chien du voisin a aboyé. Nous avons fêté ça avec un petit festin en plein air sur notre porche. Poulet frit, bananes plantain et jus pétillant. Rien d'extravagant, tout était parfait. C'est toi qui as fait ça, a dit maman. Tu as persévéré malgré tous les obstacles. Tu nous as sauvés de la catastrophe. J'ai répondu, c'est toi qui as fait ça. La remise des diplômes à Riverside était simple et magnifique. Une cérémonie en plein air sur le terrain, sous un soleil radieux et une douce brise. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé la scène et j'ai vu maman au premier rang, les larmes aux yeux et la fierté dans les yeux, les Green et Tori tenant une pancarte dessinée à la main. Je n'ai pas cherché mon père ni mon frère. Ils n'étaient pas là, et ça me convenait. Plus tard, nous avons fait un petit barbecue dans le jardin. Les voisins sont passés. On a ri. Une douce musique s'échappait d'une petite enceinte sur le porche. À un moment donné, maman m'a prise à part. Au cas où tu en douterais encore, m'a-t-elle dit, tu ne les as pas détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes. Tu n'as fait que t'effacer et dire la vérité. J'ai hoché la tête, laissant ces mots faire leur chemin. La vie étudiante était intense et passionnante. J'étudiais la pédagogie musicale, passais des heures en salle de répétition et aidais les plus jeunes lors d'ateliers en plein air. Un après-midi, j'ai rassuré un batteur de première année, nerveux, avant un concert dans la cour. Si tu perds le rythme, lui ai-je dit, je suis là pour toi. C'est ce que font les batteurs. Et là, ça m'a frappé. J'étais devenu celui que j'aurais aimé être quand j'étais l'enfant qu'on blâmait et qu'on ignorait. Mon père et mon frère sont quelque part, aux prises avec leur choix. Mais ils ne sont plus au centre de mon histoire. Ma vie, maintenant, c'est le soleil sur le perron, des baguettes entre les mains, des enfants qui apprennent à compter en rythme, et une mère qui m'a choisi quand c'était important. On dit que bien vivre est la meilleure des vengeances. Pour moi, il ne s'agit pas du tout de vengeance. Il s'agit de construire enfin une vie où ils n'ont plus d'importance. Et c'est exactement ce que nous